Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire AME-AFEF qui traitera de la NASH. Alors pourquoi un webinaire sur la NASH le 8 juin aujourd'hui? Parce que c'est la journée mondiale de la NASH, une initiative qui a été lancée maintenant il y a 5 ans. Cette année, l'AFEF a souhaité faire un événement web sur le mode pour qui, comment, pourquoi. Donc aujourd'hui, on va parler de quels sont les patients à risque, pour qui, comment identifier les patients qui nécessitent une prise en charge spécialisée. Ce sera un talk par le professeur Laurent Castera de l'hôpital Beaujon. Et enfin, pourquoi les différents traitements qu'on peut proposer, les traitements à venir, par le professeur Cyriel Cossy de Lyon. Donc, merci à tous de nous avoir rejoints et je pense qu'on va pouvoir commencer directement par la première présentation. Oui, merci à tous. Donc la première présentation va être faite par notre hôte, Jérôme Boursier. Pour qui? Donc, c'est-à-dire comment identifier les patients à risque, qui est vraiment un sujet très important si on veut arriver à mieux prendre en charge les patients. Ça commence par le dépistage et l'identification. Donc, on va demander à Jérôme de nous expliquer tout ça. Merci Cyrielle. Et c'est parti. Donc, comme vous le savez, l'anafold, c'est une maladie qui est extrêmement prévalente. C'est devenu la première cause de maladie chronique du foie. Une dernière méta-analyse a montré que maintenant la prévalence serait aux alentours de 30% dans le monde, avec des petites disparités entre continents, mais une forte prévalence dans chaque région du monde. Comme vous le savez, fort heureusement, tous ces sujets qui ont un excès de gras dans le foie ne vont pas développer des complications hépatiques. La stéatose reste isolée dans 75-80% des cas, donc le foie stocke le gras et il ne se passe rien. Chez les 20-25% restants, en raison de facteurs génétiques, le microbiote, les facteurs hormonaux, le statut, le sexe, le statut hormonal, les patients vont développer une lipotoxicité hépatique avec souffrance hépatocytaire et inflammation. C'est la NASH. Et cette NASH va favoriser l'accumulation de fibrose dans le foie sur les 5 stades qu'on définit jusqu'aux complications. Donc, heureusement, peu de complications en pourcentage, mais comme il y a beaucoup de patients au départ, ça représente désormais la première cause de cirrhose dans certaines régions du monde, notamment dans cette étude américaine, comme vous le voyez à gauche. Si on additionne NAFLD et origine cryptogénétique dans la cohorte Asian-Pacifique américaine, les maladies métaboliques représentent désormais un tiers des cirrhoses. Et en Angleterre, une autre étude qui a étudié un registre de RCP de cancer dans le comté de Newcastle, qui montre que la NASH maintenant est devenue la première cause de carcinome hépatocellulaire devant l'alcool. Et je rappelle que c'est une étude anglaise. Alors, ça ne va pas aller en s'améliorant parce que si on regarde derrière nous, sur la période des 20 dernières années, on a une constante augmentation de la prévalence. Donc, on est vraiment sur une machine qui s'emballe. Vous voyez sur cette carte, tous les pays qui sont en couleur chaude ont vu une augmentation de leur prévalence de l'anaphole sur les 20 dernières années. Et plus la couleur est chaude, plus l'augmentation est importante. Donc, on est vraiment sur une machine qui s'emballe et des projections. Maintenant, on regarde devant nous suggère, ce sont les projections, donc ça suggère que le nombre de maladies chroniques avancées du foie va augmenter dans les prochaines années. Vous voyez sur ce graphique qu'en 2016, on estimait à peu près 120 000 le nombre de cirrhoses en France et ça passera à 300 000 d'ici l'horizon 2030. Et en termes de complications hépatiques, la courbe bleu ciel, ce sont les décompensations de cirrhose. La courbe bleu foncé, ce sont les décès. Et la courbe grise, ce sont les carcinomes hépatocellulaires. Vous voyez qu'en France, d'ici 2030, les projections estiment que le nombre de cas va être multiplié par 2 et 3. Et vous voyez aussi que c'est le cas pour tous les autres pays qui ont été étudiés sur les différents continents. Donc, on a vraiment une maladie qui est extrêmement prévalente, qui va devenir de plus en plus importante en termes de comorbidité hépatique et les projections suggèrent que ça va pas s'arranger, ça va même continuer. Donc le topo aujourd'hui, c'était quels sont les patients à risque. Donc j'ai traduit ça en finalement quels sont les sous-groupes de patients où il faut promouvoir le dépistage, comme l'a bien dit Cyrielle en introduction. Et donc finalement, quand on parle de dépistage, il va pas falloir s'intéresser à des séries de centres tertiaires, mais plutôt aller en population générale et chercher quels sont les facteurs, les déterminants qui sont associés à la prévalence des maladies sévères du foie, des maladies métaboliques. Et heureusement, aujourd'hui, maintenant, on a des données en France grâce à la cohorte Constance, plusieurs travaux qui ont été publiés
sous l'égide de Laurence Serfati et Karine Lacombe, des travaux menés par Nabi Oumarou, qui ont étudié donc 119 150 sujets de la cohorte Constance. La cohorte Constance, c'est une cohorte de 200 000 sujets qui est représentative de la population française. Donc ça donne vraiment bien une idée, c'est une photographie de la population française. Après avoir exclu les patients qui avaient exclu leur consentement et exclu les autres causes de maladies chroniques du foie, on avait un peu plus de 100 000 patients, 100 000 sujets à étudier. Et donc, avec le test non-invasif sanguin Fatty Liver Index, on estime qu'en France, la prévalence de la NAFLD, ce serait 18% de la population générale, ce qui représenterait 8,5 millions de sujets adultes. Et vous voyez qu'il y a un gradient nord, sud et est-ouest, donc avec une prévalence importante dans le nord et dans l'est du pays, et qui va décroître plus on descendra vers le sud et notamment vers l'ouest. Alors, dans cette cohorte ont été étudiés les facteurs métaboliques qui étaient associés à la prévalence d'une NAFLD. Donc, outre l'âge et le sexe, on retrouve de façon assez attendue les facteurs métaboliques que sont le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie et bien entendu les transaminases élevées. Donc, l'obésité était un facteur assez important et vous voyez quand on regarde les autres ratios, on voit quand même que parmi les facteurs métaboliques, on a un poids très important du diabète et des transaminases élevées. Donc, si on regarde l'âge et le sexe, on voit que plus l'âge augmente et plus la prévalence de la NAFLD augmente et que les hommes sont plus exposés que les femmes. Et lorsqu'on regarde les trois facteurs métaboliques dont on a parlé juste avant, qui semblent fortement associés à la prévalence de la NAFLD, donc chez les sujets obèses, 79% de prévalence, chez les sujets diabétiques de type 2, 62% de prévalence, et chez les sujets avec des transaminases élevées, 52%. Donc, on a vraiment des facteurs de risque là qui sont assez importants. Et quand on les croise, donc on voit que plus on cumule ces facteurs de risque et plus on augmente la prévalence de la NAFLD jusqu'à quasi 100% chez les patients obèses diabétiques avec des transaminases élevées. Donc, si on devait retenir déjà quels sont les patients à risque, un premier message, les patients qui sont à risque de stéatose hépatique métabolique, ce sont les patients qui ont des facteurs de risque métabolique, comme attendu, et notamment l'obésité et le diabète, qui sont les deux facteurs qui ont le plus de poids. Donc, si on doit mener des interventions éventuellement de dépistage, il faudra vraiment penser à ces deux facteurs de risque-là. Et bien entendu, la cytolyse hépatique. Ça paraît évident, mais il faut quand même savoir que la cytolyse hépatique, c'est extrêmement fréquent. Ça a tendance à être banalisé en dehors de la sphère hépatologique parce que, encore une fois, c'est extrêmement fréquent. Mais il faut rappeler que toute élévation des transaminases peut suggérer une hépatopathie avancée sous-jacente. Donc, ça n'est pas à négliger. Donc, fort heureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les patients qui ont une stéatose hépatique ne vont pas évoluer jusqu'au stade des complications. Et le principal déterminant du pronostic, si on veut vraiment identifier les patients qui sont à risque de complications, c'est le stade de fibrose. Vous le savez tous, vous avez tous vu plusieurs fois ces diapositives. La cohorte prospective à gauche du HCRN américain, une méta-analyse des études prospectives à droite, et vous voyez que plus le stade de fibrose augmente, plus le risque de complications est important, et que vraiment la population à cibler prioritairement, à identifier, c'est les patients avec une fibrose avancée F3 et les patients cirrhotiques F4. Et vous voyez bien que dans la cohorte prospective américaine, l'incidence des complications hépatiques, c'est chez les patients F3 et encore plus chez les patients F4. Donc, chez ces patients métaboliques, absolument évaluer le degré de fibrose et identifier les patients F3, F4. Alors, ça représente qu'1 à 2%. Et donc, finalement, aller chercher ces patients F3, F4 parmi tous les patients qui ont une stéatose hépatique métabolique, ça revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc, est-ce qu'on a des facteurs de risque associés à la prévalence de la fibrose avancée pour nous aider à mieux cibler ces patients? Donc, on retourne dans la cohorte Constance. Cette fois-ci, on regarde la fibrose avancée avec un autre test sanguin, le test FORNS, qui était le seul qu'on pouvait calculer dans la cohorte. Tout le monde connaît le FIB4, on n'avait pas les ASAT, donc on pouvait calculer que le FORNS. Et avec la cohorte Constance, on estime que parmi les 8,5 millions de sujets qui ont une NAFLD, il y a 2,6% des sujets qui ont une fibrose avancée F3. Donc, c'est vraiment chercher l'aiguille dans la botte de foin. Et le chiffre à retenir, en France, il y aurait 220 000 patients qui auraient une fibrose avancée ou une cirrhose d'origine dysmétabolique.
Donc, les facteurs, on refait la même analyse, on cherche des facteurs qui sont associés à la fibrose avancée dans la cohorte constance. On retrouve l'âge, qui reflète la durée d'exposition à la maladie, le sexe masculin, et on voit que l'obésité, finalement, elle a un poids qui est moins important. C'est surtout le diabète de type 2, avec un odds ratio à 2,1 en multivarié, et les transaminases élevées avec un odds ratio à 2,7. On voit bien que chez les patients qui sont obèses, 2,5% de prévalence de la fibrose avancée, quasiment la même chose que dans toute la population, c'était 2,6. Par contre, quand on a les transaminases augmentées, ça monte à 3,8%. Et chez les patients diabétiques de type 2, c'est 7,6%. Et quand on a les trois facteurs, on a 13,6% de fibrose avancée. Donc la fibrose avancée, c'est vraiment lié au diabète et aux transaminases augmentées, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis c'est raccord avec ce qui a été publié. On a maintenant quelques études effectuées en population générale pour dépistage de la fibrose avec le FibroScan. L'étude française de Dominique Rouleau, publiée en 2011. L'étude néerlandaise, la cohorte d'Amsterdam, de Rotterdam, qui a été publiée en 2016. Et une étude effectuée dans le comté de Barcelone en 2018. Et vous voyez que parmi les facteurs associés à une augmentation de l'élasticité hépatique, qui est un surrogate marqueur de la fibrose, ce qui revient constamment dans les trois études, c'est le diabète et les transaminases élevées. On a l'âge, on a le sexe, on a les autres paramètres métaboliques, mais c'est pas retrouvé par toutes les études. Ce qui est constant, c'est le diabète et les transaminases, et donc c'est en accord avec ce qui a été mis en évidence dans la cohorte constance française. Donc les principaux facteurs associés à la sévérité de la NAFLD, moi je retiendrai l'âge, qui est le temps d'exposition à la maladie, et le diabète et la cytolyse hépatique. Alors, ces patients NAFLD ont aussi des comorbidités. Donc, la question, c'est est-ce que la présence d'une comorbidité est associée à un risque plus important de maladie avancée du foie? Dans la cohorte constance, à baseline, on avait les antécédents cardiovasculaires, les antécédents de cancer extra-hépatique et les antécédents de maladies rénales chroniques. La population a été subdivisée en 4 groupes. Donc, en gris clair, c'est les patients qui n'ont pas de NAFLD, les contrôles. En gris foncé, les patients qui ont une NAFLD mais avec une fibrose minime. Ensuite, on a les patients avec une fibrose NAFLD avec une fibrose intermédiaire. Et enfin, le dernier groupe, les patients NAFLD avec une fibrose avancée. Et on voit bien qu'il y a un gradient. La présence d'une NAFLD, qui plus est lorsqu'elle est sévère, est associée à plus de prévalence de maladies cardiovasculaires, plus de prévalence de maladies rénales chroniques. Et chez les patients avec une fibrose avancée, il y a aussi plus de cancer. Et en analyse multivariée, on retrouve cette association. On voit bien que la prévalence des maladies cardiovasculaires est plus élevée de façon indépendante et significative chez les patients qui ont une NAFLD avec une fibrose intermédiaire et une fibrose avancée. Pareil pour les cancers extra-hépatiques. Pareil pour les maladies chroniques du rein. Donc, ça veut dire que lorsqu'on a des comorbidités métaboliques, c'est-à-dire qu'on a une maladie métabolique avancée, donc il n'y a pas de raison que le foie, lui, soit épargné. Et donc, on trouve aussi plus de maladies avancées du foie dans ce contexte. Donc, un petit focus quand même chez les patients diabétiques, parce que de ce qu'on a vu, c'est quand même une population où il y a beaucoup de NAFLD, et puis surtout la population à risque de patients NAFLD avec fibrose avancée. Donc, on sait que la prévalence de la NAFLD, c'est une méta-analyse publiée par Zober Younousi il y a 2 ans, c'est 60%. 60% des patients diabétiques ont un excès de gras dans le foie. Après, quand on stratifie les patients diabétiques, on revient dans la cohorte constance, on voit bien que ce sont les patients qui ont une NAFLD et un diabète qui ont une prévalence plus élevée de fibrose avancée. Donc, la conjonction du diabète et de la NAFLD définit vraiment un sous-groupe à risque de patients avec une fibrose avancée. Vous voyez que quand on a une NAFLD sans diabète, on n'est qu'à 1,2%, et que quand on n'a pas de NAFLD, la fibrose avancée est très peu prévalente, quel que soit le statut diabétique. Et on voit ça sur les données de suivi, parce que ces patients ont été suivis. On avait un suivi médian de 2,5 années au moment de l'analyse statistique. Et vous voyez bien, courbe rouge, les patients qui ont et diabète et NAFLD ont une incidence de complications hépatiques, cirrhose, décompensation de cirrhose, et l'événement, c'est décompensation de cirrhose et carcinome hépatocellulaire, qui est donc significativement plus importante que les patients qui sont non diabétiques en noir ou les patients diabétiques sans NAFLD en bleu. Donc clairement, la conjonction du NAFLD et d'un diabète, c'est défini vraiment un sous-groupe de patients à risque de fibrose avancée et d'évolution jusqu'au stade de complication. D'où l'intérêt de faire du dépistage chez les patients diabétiques. On a 2 expériences. L'expérience de Hong Kong,
où 1884 patients diabétiques vus en centre tertiaire ont eu un fibroscan. La prévalence de la fibrose avancée était de 17,7% selon un fibroscan supérieur à 9,6 kPa. Donc, on voit bien que dans cette population de patients diabétiques, on est très enrichi en patients avec une élasticité hépatique élevée. 94 patients, un tiers, ont une biopsie hépatique et on retrouve à peu près parmi ces patients la moitié qui ont une fibrose avancée F3, F4. Une autre expérience, l'expérience française de Dominique Rouleau, qui a été menée dans un centre de soins et qui a inclus des patients qui avaient un diabète initialement non connu, 669 patients. Et là, quand vous voyez que la prévalence est un petit peu plus faible, pour le moment, c'est qu'on a une maladie moins avancée, 9,6 kPa, si on veut faire le parallèle avec l'étude de Hong Kong, on est à 7,3%. Il y a 47 patients qui ont une biopsie hépatique, parmi ceux qui avaient un fibroscan supérieur à 8, et là encore, on retrouve la moitié de patients avec une fibrose avancée F3, F4. Donc, on a quand même 2 expériences de dépistage avec des prévalences qui sont quand même assez différentes, qui varient quasiment du simple au double. C'est probablement expliqué par le fait que ces patients n'étaient pas similaires. Encore une fois, l'étude de Hong Kong, patients de centre tertiaire, avec des diabètes qui sont plus anciens, plus sévères, 40% traités par insuline, avec plus de micro-angiopathie. Alors chez Dominique Rouleau, on était vraiment sur du diabète récemment diagnostiqué, avec aucun traitement par insuline par définition. Donc on voit bien, on sent aussi que l'ancienneté du diabète est quelque chose qui semble lié avec la possibilité d'avoir une hépatopathie avancée sous-jacente. Et donc c'est ce qu'on retrouve aussi dans Constance. Encore une fois, une mine d'informations, cette cohorte. 4034 sujets qui ont un diabète de type 2. La prévalence de la fibrose avancée est à 4,8 chez ces patients diabétiques. Et les facteurs qui sont associés avec la fibrose avancée, le sexe, les transaminases élevées, mais aussi le traitement par insuline et la présence à l'inclusion d'antécédents de complications du diabète. Donc vraiment, chez ces patients diabétiques qui sont à risque, on peut peut-être encore affiner et se dire que l'ancienneté et la sévérité du diabète représentent vraiment des facteurs associés à la fibrose avancée, donc définir un sous-groupe de patients très à risque chez lesquels il faut absolument aller jeter un coup d'œil sur le foie. Et ça a été aussi suggéré dans une autre étude américaine qui montre que les facteurs associés au carcinome hépatocellulaire dans cette cohorte de vétérans américains, c'est la durée du diabète et la présence de complications du diabète. Encore une fois, sévérité, ancienneté du diabète associée à la présence de complications hépatiques. Donc voilà, si on devait retenir quels sont les patients à risque, bon, si on s'intéresse à la fibrose, les patients diabétiques et aussi ceux qui ont des comorbidités métaboliques, et surtout penser à la sévérité et aux complications du diabète qui représentent aussi des facteurs associés à la fibrose avancée. Je voudrais terminer ce talk sur 2 notions. La première, c'est qu'on parle toujours de facteurs métaboliques, mais ces patients peuvent aussi avoir des consommations de boissons alcoolisées. Et on sait qu'il y a une synergie entre facteurs de risque métabolique et consommation d'alcool sur la sévérité de l'atteinte hépatique. Vous voyez dans cette méta-analyse que les patients qui ont un surpoids ont 25% de risque supplémentaire d'avoir des complications hépatiques que les patients contrôlent. Quand on est obèse, c'est 2 fois plus. La consommation à risque d'alcool, c'est 2 fois 6, 2,6. Par contre, quand on conjugue les facteurs métaboliques et notamment l'obésité et la consommation à risque d'alcool, on explose les compteurs, c'est exponentiel, c'est x5. Donc, patients à risque, n'oublions pas aussi les autres facteurs hépatiques et notamment la consommation d'alcool. Et juste pour terminer, la pédiatrie. Parce que là, ce qui se passe en pédiatrie aujourd'hui, c'est ce qui arrivera chez nous demain. On sait que la prévalence de l'obésité en pédiatrie augmente. Vous voyez, 1975, la même carte 40 ans après, il y a plein de pays qui s'allument en couleur chaude. Que l'ANAFOLD n'y échappe pas. 8% de prévalence estimée en Amérique du Nord, 7% en Asie. En Europe, il semble qu'on soit encore un peu protégé. Mais c'est une photo. Et ils ont regardé un petit peu l'évolution au fur et à mesure du temps au cours des différentes études. Et ils ont modélisé la trajectoire. Et ils estiment que d'ici 2040, si on continue sur la trajectoire de l'obésité chez les enfants, on arrivera à 30% de NAFLD en pédiatrie, ce qui est absolument énorme. Et on commence d'ores et déjà aujourd'hui à avoir des formes d'hépatopathie avancée chez des sujets jeunes. La cohorte anglaise, 3800 sujets de 22 à 26 ans, prévalence de fibroscan augmentée 8%, et on a des patients qui ont des fibroscan ici en orange supérieur à 9, voire supérieur à 12. Donc on est peut-être aujourd'hui
au début d'une histoire, une sorte de tsunami qui va venir de pédiatrie, car les enfants sont exposés à la malnutrition, l'obésité très tôt dans l'enfance. Et si on considère que le temps d'exposition, c'est 30 ans, quand on commence à être en surpoids obèse à 5 ans, on a les complications du foie à 35 ans. Et voilà, je vais terminer juste sur cette diapositive qui résume pour moi les différentes caractéristiques des patients à risque. Et donc vraiment, les populations à risque, c'est les patients diabétiques et aussi jamais négliger une élévation des transaminases hépatiques. Je vous remercie. Merci beaucoup Jérôme pour cette présentation extrêmement complète et très claire sur d'une part les différents facteurs de risque. Donc si on devait retenir clairement tes messages, c'est diabète, l'âge également, et comme tu nous l'as dit, aujourd'hui l'âge c'est un âge un peu plus avancé, mais avec la durée d'exposition, on peut s'attendre à ce que dans 10-15 ans, finalement on se retrouve avec des patients avec des formes sévères et des âges plus jeunes. Donc il est absolument important effectivement qu'on en prenne conscience. On a quelques questions. Je vous propose d'en parler d'une question qui a été posée dans le chat et qui sera, je pense, une très bonne introduction aussi sur le topo suivant, le comment. On nous demande quel est le bilan minimum à faire devant une stéatose à l'échographie dans le cadre surtout du bilan étiologique. C'est vrai que tu nous as parlé un peu des causes mixtes ou de l'alcool, mais qu'en est-il également des autres causes en fait d'hépatopathie? Est-ce que ça peut arriver d'avoir des hépatopathies de rencontre? Comment faire pour les éliminer? Bon, déjà, la première cause de stéatose aussi, c'est la consommation excessive de boissons alcoolisées. Ça, on le sait. Il y a des médicaments qui peuvent favoriser la stéatose, amiodarone, corticostéroïdes, tamoxifène, méthotrexate. Donc, faut aussi regarder ça. Mais donc, bien souvent, on est quand même dans un contexte métabolique et le diagnostic est assez facile. Après, la grande question, et tu as entièrement raison, ça va introduire le topo d'après, c'est maintenant qu'on a ce marqueur stéatose qui suggère, qui suggère, mais qui montre une hépatopathie, ben, il va falloir évaluer la sévérité de l'hépatopathie et donc faire un bilan non invasif de fibrose. Et moi, à titre personnel, j'ai pour habitude, chez tout patient qui est adressé pour une maladie chronique du foie, de regarder les 4 grandes causes. On a parlé de maladies métaboliques, on a parlé d'alcool, mais aussi de regarder la ferritine pour le coefficient de saturation pour l'hémochromatose et les hépatites virales parce qu'on a des traitements efficaces. Donc stéatose, je dirais médicaments, alcool, métabolique. Après, on arrive sur des choses un peu plus rares. Pensez aux autres causes de maladies chroniques du foie et après, évaluer la sévérité. Très bien, merci, très clair. Je pense qu'on va pouvoir passer au topo suivant. Donc le topo suivant sera présenté par Laurent Castera, qui travaille à Paris et qui va justement nous expliquer quel est le bilan à faire, quels sont les outils de dépistage et les tests non invasifs en lien avec la NASH et la stéatose hépatique. Très bien. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier la FIAF pour l'invitation. Je vais vous parler, suite au ce que vous a présenté Jérôme, la façon d'identifier les patients ayant besoin d'une prise en charge spécialisée. Mes conflits d'intérêts. Donc, ça a déjà été mentionné par Jérôme, mais l'enseignement est une éternelle répétition. Donc, la mortalité de la NASH n'est pas liée à la NASH, mais à la sévérité de la fibrose, non seulement pour le foie, mais également pour les autres causes. Donc ça, c'est la cohorte du NASH-CRN, publiée maintenant il y a 2 ans par Haroun Sanyal. Vous voyez, même si le suivi n'est pas très long, sans surprise, lorsqu'on a une cirrhose, le risque est augmenté de façon très significative, mais également la mortalité pour les autres causes. Donc le challenge en pratique, c'est vraiment d'identifier les patients qui ont donc une fibrose sévère parmi ces 25% de la population générale qui ont une NAFLD. Alors, si on se sert des tests assez simples, les transaminases par exemple, vous voyez, c'est une étude assez ancienne d'Haroun Sanyal, il y a une 20aine d'années. Donc, il y a 50 patients
qui ont des transaminases normales en noir et 50 avec des transaminases élevées en hachuré. Et quelles que soient les lésions, vous voyez la stéatose, la ballonisation, les corps de Mallory, la fibrose, il n'y avait pas de différence que les transaminases soient élevées ou pas en termes de sévérité. Et pour les stades de fibrose, c'était la même chose, en particulier chez les patients ayant une cirrhose. Donc, pas de relation entre les transaminases et la sévérité de la NASH et de la fibrose. Si on prend les tests habituels pour détecter la cirrhose, vous voyez également que ce soit les transaminases, les gamma-GT ou le TP, l'albumine et la bilirubine, dans cette large méta-analyse, vous voyez plus de 13 000 patients, la sensibilité est clairement beaucoup trop basse pour détecter de façon appropriée la cirrhose. Donc c'est la raison pour laquelle depuis maintenant 20 ans ont été développés les marqueurs non invasifs qui ont révolutionné la pratique de l'hépatologie. Il y a deux approches, une approche biologique qui a été la première historiquement avec des marqueurs sanguins qui sont soit non brevetés comme le score APRI, le score FIB4, le NAFLD Fibrosis Score, et des scores brevetés comme le fibrotest, le ELF, le fibromètre, l'EPAScore, et puis une approche physique qui repose sur la mesure de l'élasticité, pour lequel le pionnier a été le FibroScan, mais il y a d'autres techniques, l'ARFI, le 2D Shear Wave, et plus récemment l'Elasto-IRM. Alors, ces approches sont bien sûr complémentaires, mais n'oubliez pas que, bien sûr, la disponibilité des méthodes et le coût sont très importants pour l'utilisation en pratique. Et clairement, on va utiliser plutôt des tests simples en médecine générale et l'Elasto-IRM est du ressort des centres experts. Alors, concernant les marqueurs sanguins, les deux plus connus, c'est le FIB4 et le NAFLD Fibrosis Score. C'est des stratégies avec deux seuils. Vous voyez, 1,3 pour le FIB4, pour le seuil bas, et 2,67. Même chose pour le NFS. On a une zone indéterminée aux alentours de 30% en général, et avec une probabilité élevée et basse pour le seuil inférieur et supérieur. Donc, clairement, le NFS, il est un peu compliqué en médecine générale parce qu'il y a l'albumine et l'IMC et le diabète. Donc, le FIB4 qui est beaucoup plus simple, âge, transaminase, plaquettes. Vous voyez que pour un homme de 50 ans avec des plaquettes normales et des transaminases un tout petit peu élevées, le score est à 1,01. Et là, on sait que la valeur prédictive négative est extrêmement importante, plus de 95% pour éliminer une cirrhose. Alors, quand on regarde les performances, vous voyez qu'on a de larges méta-analyses avec des milliers de patients, que ce soit pour le NFS, le FIB4, et puis l'autre test qui est le ELF, qui est un test breveté, mais il y en a d'autres, comme je vous l'ai dit, le fibromètre ou le fibrotest. Les performances sont assez bonnes, mais quand on compare en fait les avantages respectifs des méthodes, vous voyez que l'avantage du FIB4 notamment, c'est qu'il peut être calculé immédiatement, il est gratuit, il a une bonne performance avec une très bonne valeur prédictive négative. En revanche, il y a des résultats indéterminés dans à peu près 30% des cas et reste l'influence de l'âge et peut-être qu'il faut adapter les seuils au-delà de 65 ans. Pour les scores brevetés, notamment le ELF, les performances sont un petit peu meilleures. Comme je vous l'ai montré, la spécificité est meilleure. En revanche, la disponibilité, bien sûr, est moindre et ils sont commercialisés donc avec un coût, contrairement aux tests comme le FIB4. Alors, en ce qui concerne l'élastographie, vous voyez qu'on a différentes techniques. Je ne vais pas aller en détail, mais juste pour vous dire que vous voyez que le FibroScan est clairement la technique la plus validée avec le plus grand nombre de patients et les performances ne sont pas très différentes entre les différentes techniques. Si on regarde un peu plus spécifiquement, vous voyez qu'en fait l'avantage du FibroScan, c'est aussi de pouvoir quantifier la stéatose, que c'est une technique, ce qu'on appelle point of care, avec des résultats immédiats. Et par rapport aux autres techniques, jusqu'à présent, c'est l'outil de choix car c'est la technique la plus validée et disponible. En pratique, quelle est la meilleure stratégie? Est-ce qu'on fait une combinaison concomitante ou séquentielle des tests sanguins et de l'élasticité, de la mesure de l'élasticité hépatique? Et vraiment, ce qui est important, c'est que la stratégie et les outils vont dépendre du contexte d'utilisation. Et le contexte d'utilisation, c'est primordial lorsqu'on utilise les méthodes non invasives. Pourquoi? Parce que la plupart
de ces patients sont en soins primaires. Les facteurs de risque vous ont déjà été soulignés par Jérôme, et la prévalence en fait de ce qu'on va mesurer, la fibrose avancée, va varier en fonction du contexte. Alors pour vous illustrer ça, vous voyez, cette figure vous résume en fait l'impact de la prévalence de la fibrose sévère sur la performance des tests, quels qu'ils soient. Vous voyez que à gauche, donc on est en soins primaires, et à droite dans les cliniques des pathologies, avec des tests qui ont les mêmes caractéristiques et les mêmes performances. Vous voyez, 80% de spécificité et de sensibilité. En fait, en fonction de la prévalence, votre valeur prédictive positive va être assez basse, alors que la valeur prédictive négative est excellente, à près de 100%. En revanche, lorsque vous êtes dans un service des pathologies où la prévalence est entre 20 et 30%, vous voyez qu'on gagne en valeur prédictive positive, on perd un petit peu en valeur prédictive négative. Et il faut bien voir que tous ces tests initialement ont été validés dans des centres tertiaires des pathologies. Donc, il faut toujours être prudent dans l'applicabilité de ces tests lorsqu'on va être en soins primaires. Donc, le principe de la combinaison séquentielle, il est assez simple. On se sert, comme je vous ai dit, du FIB4, qui est le test de choix. Et donc, il y a un test très largement disponible et gratuit avec une sensibilité et une valeur prédictive négative élevée. Et on va, chez les patients indéterminés, donc 30 à 35% en général, pratiquer un deuxième test, soit donc un fibroscan ou un test sanguin breveté comme le ELF ou le fibromètre, par exemple, qui a une meilleure spécificité et surtout une valeur prédictive positive plus élevée. Alors, si on revient en médecine générale, où sont la plupart des patients, comme je vous le disais, en fait, c'est la combinaison du FIB4, et lorsque le seuil est supérieur à 1,3, on va faire une mesure d'élasticité hépatique. Alors, cette stratégie, vous voyez, elle a été testée dans une méta-analyse Litmus. Vous voyez, plus de 5000 patients, donc des patients avec des biopsies, en prenant les seuils que je vous ai énoncés déjà, et 8 et 10 kPa pour l'élasticité. Et vous voyez que ça marche assez bien en termes de performance, et finalement, on diminue très significativement le nombre de biopsies, aux environs d'un tiers, en utilisant cette stratégie. Ça a été la base des recommandations qu'on a faites pour l'EASL avec l'algorithme qui a été publié il y a maintenant presque 2 ans. Et donc, chez les patients à risque, on commence par le FIB4. Lorsqu'il est inférieur à 1,30, la probabilité d'une fibrose avancée est très faible. Et donc, il faut bien sûr mettre en place des mesures hygiéno-diététiques et on peut répéter le test entre 1 et 3 ans. Dans le cas contraire, le risque est intermédiaire ou élevé et il faut un deuxième test. Alors, idéalement, une mesure d'élasticité hépatique, mais qui pour l'instant n'est pas disponible en médecine générale. Donc, ça veut dire qu'il faut l'envoyer au spécialiste. Et en fonction de la valeur, si la valeur est inférieure à 8, la valeur prédictive négative va être suffisante et il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans les explorations. A contrario, si elle est plus élevée, et si vous avez la possibilité d'avoir un autre test du type fibromètre ou ELF, vous allez le faire, et lorsque les tests sont concordants, la probabilité d'avoir une fibrose sévère est extrêmement importante et on n'a pas besoin de biopsie. Dans le cas contraire, il faut envisager au cas par cas une biopsie. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que suite à cet algorithme, vous voyez que d'autres sociétés savantes, l'AGA par exemple, a proposé un algorithme similaire. La seule différence, c'est qu'ils ont gardé les 2 seuils pour le FIB4 et 2 seuils aussi pour le fibroscan, mais la philosophie est la même puisque lorsque le FIB4 est très élevé ou l'élasticité hépatique est supérieure à 12 kPa, vous voyez qu'on peut envoyer directement au spécialiste. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la ACE, donc c'est la Société américaine d'endocrinologie clinique, a proposé des recommandations, vous voyez, et qui sont vraiment très proches. Il y a des petites variations dont on pourra discuter, mais qui se basent là encore sur le FIB4 en première intention avec des seuils identiques. Et ensuite, en cas de résultat indéterminé, là, on s'aide d'un deuxième test qui est soit l'élasticité hépatique par fibroscan ou le test ELF. On revient à des recommandations très proches de l'AGA. Et encore plus récemment, puisqu'elles ont été publiées maintenant il y a quelques semaines, les recommandations de la SLD
qui sont peu ou prou la même chose. Donc, j'ai pas le temps de détailler, mais ce qui est important, je pense, c'est qu'on a 4 guidelines de sociétés continentales et différentes, gastro et pathologie et d'endocrinologie, qui vont exactement dans le même sens. Donc, c'est très rassurant. Et pour aller voir nos collègues généralistes, par exemple, je pense que c'est extrêmement important pour les convaincre d'appliquer cette démarche. Alors, dans les services des pathologies, là, la prévalence est élevée. Comme je vous ai dit, la plupart de ces méthodes ont été validées initialement dans les centres tertiaires. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que le FibroScan dans la NASH a une très bonne valeur prédictive négative, mais par contre, une valeur prédictive positive suboptimale. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais juste pour vous dire qu'au mieux, en fait, même quand on privilégie la spécificité à 90%, vous voyez, on est à peu près à une VPP aux alentours de 70-75%, donc c'est-à-dire pas mal de faux positifs. Alors, ont été proposés récemment la possibilité de coupler l'élasticité hépatique, par exemple, avec des marqueurs simples comme l'âge, le sexe, la présence du diabète, dont Jérôme vous a déjà parlé, le ratio azatalate et les plaquettes. Vous voyez, c'est une étude récemment publiée, multicentrique, avec beaucoup de patients. Et en gros, le message, c'est que quand vous couplez les deux, vous voyez qu'en termes d'OROC, le score donc, qui s'appelle Agile 3, fait mieux que l'élasticité hépatique et le FIB4. Et la raison principale, c'est qu'on diminue la proportion de patients indéterminés en combinant. Donc voilà, à suivre. Alors, juste, Jérôme en a déjà parlé, de l'importance du diabète comme facteur de risque. Mais en réalité, en fait, les diabétiques sont soit suivis par les médecins généralistes, c'est au moins 80% des patients, mais également dans des centres tertiaires de diabétologie qui, jusqu'à présent, dépistent assez peu le foie, contrairement à toutes les autres complications qu'ils connaissent très bien, comme les complications, bien sûr, cardiovasculaires, rénales, oculaires, neurologiques. Donc, je voudrais vous montrer ces résultats. Jérôme vous a montré les résultats basés sur l'élasticité hépatique et la méta-analyse de Zobaïen aussi, mais en fait, on a assez peu de données fondées sur l'histologie dans des cohortes de diabétiques. Donc ça, c'est une étude française prospective multicentrique dans des centres de diabétologie. Il y en avait 4 chez lesquels on a effectué des biopsies. Vous voyez, donc 330 patients qui avaient une suspicion de NAFLD, et les indications de biopsie étaient fondées sur des critères très standardisés avec des niveaux de transaminase très bas, 20 unités chez les femmes et 30 unités chez les hommes. C'est des patients tout venant, vus dans des centres tertiaires de diabétologie. Vous voyez que la NASH, c'est presque 2/3 des patients, et la fibrose sévère, beaucoup plus élevée, 2 fois plus élevée que ce qui était montré dans la méta-analyse ou dans l'étude de Vincent Wong, donc 38% et 10% de cirrhose. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre cohorte américaine qui, elle, a utilisé une approche un peu différente, puisque c'est dans un centre d'hépatologie, un seul centre, le centre de Rohit Loomba, 500 patients qui ont été, eux, dépistés sur les méthodes non invasives. Vous voyez que 130 ont eu des biopsies. Et en fait, ce qui est frappant, c'est que quand on regarde ce sous-groupe, donc qui est forcément un peu sélectionné, bien sûr, on n'a pas tellement de détails sur les indications de biopsie, mais vous voyez que la prévalence de la NASH, elle est extrêmement proche, 61%. La prévalence de la fibrose avancée, 30%, et la prévalence de la cirrhose, 9%. Donc, on retrouve des chiffres assez similaires sur des populations différentes. Lorsqu'on veut dépister ces patients, c'est ma dernière diapositive, donc je vais essayer de vous la résumer assez rapidement. Vous voyez en fait que si on utilise le FIB4 seul, les patients bien classés, c'est à peu près 1/3, et la courbe ROC est pas terrible. Si on fait un modèle sans FibroScan, ce qui est la situation dans la plupart des cliniques et des centres de diabétologie, vous voyez qu'on augmente de façon significative à la fois les OROC, mais également le pourcentage de bien classés, c'est presque 50%. Et donc, c'est le FIB4 plus le tour de taille, les gamma-GT et le HDL cholestérol. Lorsque on dispose d'un FibroScan, vous voyez que là, on augmente de façon
encore significative et les OROC et le pourcentage de patients bien classés. On est à presque 60%. Et finalement, si on rajoute des paramètres cliniques comme le FIB4 et le HDL cholestérol, finalement, il n'y a pas une grosse différence par rapport au FibroScan seul. Donc, c'est probablement, compte tenu de la prévalence élevée que je vous ai montré, un bon outil pour dépister les patients dans les cliniques de diabétologie, ce qui est probablement le futur. Donc, juste brièvement, avant de passer à la discussion en résumé, en médecine générale, on a depuis peu 4 algorithmes séquentiels avec la même philosophie, FIB4, FibroScan, test breveté, avec 4 recommandations internationales alignées. En hépatologie, clairement, c'est le FibroScan qui est l'outil de choix et le plus répandu. Est-ce qu'il y a une place pour les scores composites à démontrer? Et clairement, il y a une priorité pour vraiment dépister la fibrose avancée chez les patients atteints de diabète de type 2 et vraiment sensibiliser nos collègues diabétologues à mettre le foie dans leurs préoccupations avec les autres organes. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Laurent. Je pense que maintenant tout le monde a compris ce que c'était les tests non invasifs et notamment comment les utiliser grâce aux guidelines que tu as présentés. Il y a quelques questions sur Internet. Tu avais commencé avec les transaminases. Donc la question est, à partir de quel chiffre estimez-vous que les transaminases sont élevées? Premièrement, à peine au-dessus de la norme ou 2 fois la norme pour l'interrogation. Tu vois, il y a plusieurs suggestions. Juste au-dessus de la norme ou 2 fois la norme, par exemple? Alors, il y a 2 réponses à cette question. D'abord, ça dépend de la population à laquelle on s'adresse. Comme je vous ai montré, chez les patients diabétiques, vraiment, bien sûr, les patients qui ont des transaminases élevées, c'est corrélé à la gravité, hein, comme dans toutes les études. Par contre, il ne faut pas se laisser rassurer à tort par des transaminases qui seraient considérées comme normales. Et il faut voir que les normales de transaminase, elles ont été définies il y a assez longtemps dans des populations, en fait, notamment américaines, où souvent l'IMC était élevé, la proportion justement de patients obèses et diabétiques était importante, et donc elles sont un petit peu faussées. Donc là, dans l'étude Queen-Nash que j'ai brièvement présentée, on a pris les critères qui avaient été proposés par le NASH-CRN, par Brent Tetry, il y a maintenant assez longtemps, une quinzaine d'années. Donc 20 unités chez les femmes et 30 unités chez les hommes. Et je suis sûr que la plupart des collègues, et notamment des diabétologues ou des médecins généralistes, considéraient que ce sont des transaminases normales. Donc vous voyez, c'est assez intéressant comme message parce que les transaminases sont probablement un mauvais signal d'alerte. Et a fortiori, je dirais en médecine générale, je pense qu'il faut plus raisonner, comme tu l'as très bien montré, en facteur de risque plutôt qu'en transaminase élevée. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas envoyer aux spécialistes les patients qui ont des transaminases élevées, hein. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que je pense qu'on a tous la même expérience, qu'un médecin généraliste, même chez un patient qui a tous les facteurs de risque, tant que les transaminases sont normales, il va se rassurer à tort et il ne va pas l'envoyer aux spécialistes. Et là, je pense qu'il faut vraiment changer les mentalités. Une autre question, merci Laurent. Quel est le rythme et les éléments de surveillance pour les patients à risque? Comment on surveille les patients avec les tests non invasifs? C'est-à-dire ceux qu'on a détectés ou parce que ce que je vous ai montré, par exemple, pour le FIB4, les recommandations, elles varient entre 1 et 3 ans, hein, pour répéter le FIB4 chez les patients qui sont inférieurs à 1,3, donc considérés comme pas sévères. Mais l'avantage de ces tests, quand même, c'est tellement facile à faire, hein, qu'on a dit 1 à 3 ans, mais vous pouvez le faire tous les ans. Je ne pense pas que vous allez creuser le trou de la Sécu. Et c'est vraiment facile à faire. Donc, on peut adapter. De toute façon, on va, grâce aux tests non invasifs, aller vers une évaluation dynamique. Je pense que même la répétition des tests est probablement meilleure qu'un seul test. Alors, c'est vrai que quand le FIB4 est négatif, on est quand même assez rassuré sur le risque de complications hépatiques. Donc, 1 à 3 ans, ça paraît raisonnable. Après, dans les algorithmes que tu as montrés, il y a cette fameuse zone grise du FIB4, où aujourd'hui, en France, on est embêté parce que l'accès au FibroScan, il reste quand même restreint. Et puis, nous, on va pas pouvoir absorber. Et puis, les tests spécialisés sont pas encore remboursés. À ton avis, comment, là, quand on est diabétologue ou médecin généraliste,
comment on fait quand le FIP4 tombe dans cette fameuse zone grise entre 1,30 et 2,67? Moi, ma première proposition serait déjà de répéter pour s'assurer que le résultat est fiable. Ensuite, effectivement, comme tu dis, ça dépend des parcours de soins. S'il y a un parcours de soins organisé, si on a un spécialiste, c'est assez facile. Maintenant, clairement, le facteur limitant, parce que comme vous avez vu, si on utilise un test sanguin breveté ou le FibroScan, on va récupérer la plupart de ces patients. Et le souci actuellement, c'est pas les performances, c'est un peu l'awareness, mais c'est surtout la disponibilité des tests. C'est-à-dire que tant que, par exemple, la Haute Autorité de Santé n'aura pas approuvé dans la NASH le FibroScan, ils seront disponibles que dans des centres experts et il n'y aura pas de dissémination de la technique au-delà, ce qui, à mon avis, est dommage parce que, comme je vous l'ai montré aussi dans les centres de diabétologie, je pense qu'il faut disséminer ces techniques qui ont commencé chez les hépatologues bien au-delà du champ de l'hépatologie. Oui, et puis pour informer l'Assemblée, l'AFEF essaye de travailler sur ce sujet, a déposé un dossier de demande de remboursement de l'acte FibroScan dans les maladies stéatosiques alcooliques et non alcooliques. Ça fait souvent, on en a parlé souvent. Pourquoi? Parce que ça traîne, et plus ça traîne, plus du coup nous on dit qu'on l'a déposé. Mais on devrait avoir une réponse d'après ce qui nous a été annoncé d'ici 2023 ou au plus tard 2024. Donc, faut espérer que ça va peut-être avancer de ce côté-là. Oui, Laurent. Pardon, c'est d'autant plus dommageable que la France était vraiment à l'avant-garde il y a 15 ans. En 2006, c'était le premier pays à rembourser dans l'hépatite C à l'époque les tests non invasifs, pas seulement le FibroScan, mais les autres tests non invasifs. Et là, maintenant, on est un petit peu la lanterne rouge. Et je pense qu'en pratique, tout le monde utilise largement, pour la majorité, plus que dans les hépatites virales, clairement dans la NASH et dans l'alcool. Oui, tout à fait. Et si je peux me permettre juste un commentaire, effectivement, on voit bien, Laurent l'a très bien montré, ce rôle clé de cette stratégie en 2 temps. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut faire un FibroScan à tout le monde. Il y a vraiment ce test de première ligne qui est le FIP4 qui permet quand même de trier les patients. Mais dans le service de diabétologie à Lyon, on est équipé, on a cette chance-là, on est au CHU, on est équipé d'un FibroScan et on voit bien que ça nous aide beaucoup, ça nous permet de vraiment mettre en place ces recommandations. Laurent a cité les recommandations de la Société d'endocrinologie clinique, mais il y a aussi les recommandations de l'American Diabetes Association, donc pour chez les Américains, qui pareil a réendorsé la nécessité de réaliser ce dépistage. Donc on est vraiment sur des recommandations claires et la difficulté d'accès aux technologies qui nous permettraient d'identifier le plus de patients. Et c'est vrai que c'est un peu dommage et frustrant, mais on espère bien que les choses vont pouvoir s'améliorer avec le temps. Il y a un autre élément important, j'ai pas eu le temps en raison du temps, pourquoi d'aller un petit peu plus en détail, mais il faut voir, et Jérôme l'a tout à l'heure mentionné aussi, qu'un FIP4 inférieur à 1,3, il y a des études qui montrent que ces patients ne développeront pas de complications sur des grandes séries. Et également, Jérôme, tu as montré que l'algorithme de l'EASL avait une valeur pronostique, c'est-à-dire qu'on pouvait classer les patients par rapport à ceux qui ont le FIP4 inférieur à 1,3. À chaque fois qu'on rajoute, on va augmenter le risque de complications. Et bien sûr, ceux qui sont le plus à risque sont ceux qui ont un FibroScan élevé ou une cirrhose, qui vont développer des complications. Mais donc, c'est pas seulement pour classer les patients et faire de la taxonomie, ça a vraiment une relevance pronostique, c'est-à-dire que on peut rassurer un patient qui a un FIP4 inférieur à 1,3, non seulement il n'a pas de fibrose avancée, mais il ne va pas développer d'événements. Et comme je vous l'ai dit, on peut facilement répéter ces tests quand ça reste parfaitement normal. Je pense que c'est très rassurant. C'est un sujet vraiment passionnant et d'ailleurs ça s'excite sur le chat là. On va finir avec 2 questions. Une première pour être tout à fait égalitaire, Laurent. Pourquoi ne citez-vous pas le fibrotest parmi les marqueurs non invasifs à proposer? Je l'ai cité, mais dans la NASH, le fibrotest était le pionnier, comme vous savez, dans l'hépatite C, mais il est quand même clairement moins bien validé dans la NASH que les autres. Le mieux validé actuellement, c'est le ELF, pour lequel il y a des méta-analyses indépendantes, mais on peut utiliser les 3 en fonction de ce à quoi on a accès. Oui, et d'ailleurs, c'est ce que propose l'algorithme de l'ASL en 3e ligne. Tout à fait. Si vous remettez le fibrotest, le ELF.
Et donc la dernière question, quel est l'intérêt du calcul systématique du FIB4 en laboratoire en l'absence de prescription par les médecins généralistes? Ne faut-il pas plutôt insister sur le dépistage sur facteur de risque comme vous l'avez clairement exposé? Là, on parle du calcul automatique de FIB4 qu'on voit quand même fleurir un peu partout. Oui, alors c'est pas forcément mutuellement exclusif. Le problème, si on le calcule de façon sauvage, il faut mettre des signaux d'alerte parce qu'on va arriver à des choses aberrantes. Moi, je pense vraiment qu'il y a un gros effort de sensibilisation et que tout est bon pour sensibiliser nos collègues généralistes. Les méthodes non invasives sont pas encore très bien connues en médecine générale. Donc l'idée que les laboratoires le calculent systématiquement, c'est d'attirer l'attention des médecins généralistes, et c'est un petit peu le modèle du MDRD ou du CKD-EPI pour le rein. Après, il faut être prudent dans la façon dont on va interpréter. Il y a des patients, si vous prenez un patient de 80 ans, par exemple, je suis pas sûr que c'est un intérêt de faire un FIB4. Ou un patient de 20 ans, là aussi, quand on est aux âges extrêmes, ça a assez peu d'intérêt. Et comme toujours en médecine, c'est le contexte qui compte. Et s'il y a des facteurs de risque, je pense quand même que c'est assez intéressant. Merci beaucoup, Laurent. On va passer au troisième et dernier topo. Et je vais me servir d'une question, d'ailleurs, pour l'introduire. Il y a une question qui a été mise sur le chat. Il n'y a pas de traitement efficace. Pourquoi, du coup, dépister la fibrose? Justement. Très bonne question. Aussi, diabétologue, professeur de diabétologie au CHU Lyon, va nous parler des solutions thérapeutiques actuelles et à venir. À toi, Cyrielle. Merci beaucoup, Jérôme. Donc effectivement, très bonne question. Je vous montre mes liens d'intérêt. Et on va aborder justement cette question des stratégies thérapeutiques avec cette constatation qui a été très bien soulignée dans le chat, c'est qu'il n'existe pas de traitement pharmacologique spécifique approuvé à l'heure actuelle pour le traitement de la NASH. Donc à quoi bon? Pourquoi faut-il dépister la NASH et, comme on l'a vu, surtout dépister les formes les plus sévères et la présence de fibrose avancée? Eh bien parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de traitement pharmacologique approuvé dans la NASH qu'on ne peut rien faire, et c'est vraiment un message fort de ce soir. J'espère que vous en serez tous convaincus. Il y a des stratégies possibles. La première stratégie possible, et qui est connue depuis très longtemps et qui a démontré son efficacité, je vais vous en reparler tout à l'heure, c'est de cibler l'obésité. D'arriver à obtenir une perte de poids significative va améliorer le statut des patients, et notamment le statut hépatique. On va aussi avoir un rôle clé, et peut-être d'autant plus si on met en évidence une NASH ou une fibrose avancée, c'est de s'acharner à réduire le risque cardiovasculaire. J'y reviendrai également. Et puis, bien entendu, là où ça prend tout son sens, c'est lorsque l'on arrive à identifier les patients avec les formes les plus sévères, les fibroses avancées, mais surtout les cas de cirrhose. Et personnellement, c'est vraiment quelque chose que l'on voit. Alors, on n'en dépiste pas tous les jours, mais dans ce programme de dépistage, il nous arrive fréquemment de réaliser un fibroscan, de tomber sur des élasticités très élevées, très en faveur d'une cirrhose, et qui reste une cirrhose compensée. Sur la biologie, peu de marqueurs quand on regarde simplement les azates et les alates, et donc on découvre des cirrhoses compensées complètement asymptomatiques, et pour lequel le patient lui non plus n'avait pas conscience d'être atteint d'une pathologie sévère. Et là, bien entendu, tous les hépatologues qui nous écoutent ce soir seront unanimement d'accord pour dire que dans ce cas-là, le bénéfice est le plus important, puisque ces patients-là vont rentrer dans un dépistage notamment du carcinome hépatocellulaire, et pourront éventuellement être dépistés plus tôt que s'ils n'avaient pas su qu'ils étaient atteints d'une hépatopathie sévère et qu'on découvre un carcinome de manière très tardive. Et puis enfin, la dernière stratégie, ce serait de cibler le foie, prévenir la progression de l'inflammation, de la stéatohépatite, et surtout de la progression vers la fibrose et la cirrhose. On va voir qu'on n'a pas encore tout à fait les outils adéquats et les traitements spécifiques, et c'est justement ça, les traitements d'avenir, avec des opportunités, on le verra, et des perspectives qui sont assez encourageantes dans le domaine. Alors, prendre en charge l'obésité, c'est la première chose à faire, ça marche. Il y a deux aspects et deux volets. La prise en charge du mode de vie, ça va jouer sur, d'une part, les modifications alimentaires avec réduction des apports caloriques pour essayer d'induire justement une perte de poids, passer en balance énergétique négative. Il y a aussi un certain nombre d'aliments qui favorisent spécifiquement le développement de la stéatose hépatique, le fructose, et j'ai vu dans le chat que on parlait de la
la question des sodas, oui, effectivement, les produits riches en sucre ajouté, riches en fructose et notamment les sodas sont des facteurs favorisants pour entretenir et développer cette stéatose hépatique et l'inflammation et également la NASH. Il y a également tout un pan de littérature sur les produits transformés, donc tout ce qui est justement issu du commerce avec des plats préparés notamment qui sont très riches en glutamate monosodique, qui lui aussi va avoir un effet assez délétère au niveau hépatique. Le régime phare qui est le plus préconisé, c'est le régime de type méditerranéen. Et là, je vous montre l'étude qui est bien connue, qui date de 2017, qui a été réalisée chez des patients qui ont bénéficié d'une prise en charge nutritionnelle avec un régime de type méditerranéen associé à un coaching réellement pour encourager les patients à rentrer dans ce programme et à le maintenir, accompagné également d'un programme d'activité physique. Et vous voyez que les patients qui ont bénéficié, je suis désolée, mes slides partent tout seuls, d'une biopsie avant et après, et bien finalement vont avoir, pour ceux qui arrivent à perdre plus de 10% du poids de leur corps, une amélioration des lésions de NASH, une amélioration également de la fibrose, une régression quasiment à 100% du grade de stéatose. Et simplement, ce que l'on sait également, c'est que c'est un vrai challenge. Il n'est pas toujours évident de tenir sur le long cours ces modifications du mode de vie, et que finalement, à la fin, seulement 10% des patients arrivent à atteindre ce seuil vraiment crucial de la perte de poids de 10%. Donc ça marche. Pour ceux qui y arrivent, ça marche même très bien. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose à garder. Et surtout, va y avoir une synergie de cette prise en charge nutritionnelle associée à tout ce que l'on pourra éventuellement proposer en add-on et en thérapie dans le futur. Donc ça reste quand même le pilier de la prise en charge, avec aussi cette constatation de notre expérience dans notre service, qui est un service qui s'occupe des maladies métaboliques. Lorsque les patients ont une inquiétude vis-à-vis de leur atteinte hépatique, on s'est rendu compte que parfois ça peut être un vrai déclencheur et un levier motivationnel, et pour plein de raisons, de croyances et de représentation du patient. Un patient atteint d'obésité, finalement, qui se sent plutôt en bonne santé, va peut-être être moins prompt à investir des changements. Mais quand on arrive à finalement identifier une atteinte déjà assez sévère ou pré-sévère, un stade évoquant une NASH avec peut-être une fibrose intermédiaire, eh bien ça peut devenir pour certains patients une réelle motivation et un réel point de départ pour arriver à mettre en place des changements significatifs et durables. Donc ça peut vraiment marcher. Ensuite, pour la prise en charge de l'obésité, alors bien sûr pas chez tout le monde, mais pour les patients qui vont rentrer dans les critères d'accès à une chirurgie bariatrique, qui sont donc des IMC à plus de 35 ou des IMC de plus de 40 ou des IMC à plus de 35 kg par mètre carré avec comorbidité. Et bien là encore, on connaît les effets très puissants de la chirurgie bariatrique pour la perte de poids, et nous avons des études, notamment la grande étude lilloise faite par nos collègues qui ont réalisé des biopsies hépatiques avant et 1 an après une chirurgie bariatrique dans une population, vous voyez, de patients qui est présenté une NASH initialement, et vous voyez que pour 85,4% d'entre eux, après chirurgie bariatrique, au bout d'1 an, lorsque l'on répète la biopsie hépatique, eh bien on a une amélioration significative des lésions de NASH, donc des résultats qui sont très encourageants. Et cette étude a été poursuivie. La même équipe a publié en 2020 le suivi à 5 ans après chirurgie bariatrique. Donc vous voyez qu'on a toujours cette population avec une NASH au départ. Et en fait, à 5 ans, on retrouve exactement les mêmes chiffres avec une résolution de la NASH pour 84,4% des patients. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'évidemment, ceux qui ont réussi à maintenir et à perdre le plus d'excès d'IMC, eh bien, sont ceux qui majoritairement vont avoir un effet qui va se maintenir dans le temps en termes de résolution de la NASH. Donc là, je vous montre les lésions de NASH.
Et qu'en est-il de la fibrose? Eh bien, vous voyez sur cette slide la distribution des grades de fibrose. Donc, c'est des populations bariatriques qui sont plutôt majoritairement enrichies de patients avec une faible degré de fibrose, F1, F2, F0, parfois des F3 et surtout, généralement, les patients atteints de cirrhose, je vais y revenir, sont exclus. En tout cas, dès que vous avez la présence d'une cirrhose décompensée, c'est une contre-indication à la chirurgie. Donc, c'est une population qui est peu enrichie en fibrose la plus sévère de type F4. Vous voyez qu'à 1 an, la distribution a commencé à changer, mais finalement, il persiste encore, et notamment pour les patients les plus sévères, F3 et notamment F2, une proportion encore importante. Et finalement, c'est seulement à 5 ans, donc il faut un peu plus de temps pour arriver à une résolution et une amélioration du grade de fibrose, que l'on observe les plus gros bénéfices en termes de diminution du grade de fibrose. Alors pas chez tout le monde, les effets sont moins puissants que pour la NASH, mais vous voyez que finalement, parmi ceux qui avaient une fibrose F3 ou F4 en baseline, eh bien à 5 ans, 45% d'entre eux ont présenté une résolution au moins d'un grade de fibrose. Et puis nous avons des études également, ce sont des études américaines, mais qui ont étudié le rapport coût-efficacité chez les patients atteints de NASH et d'obésité de la chirurgie bariatrique, et l'on nous dit que c'est une stratégie qui est coût-efficace. Donc, comme je vous l'ai dit, par contre, le bémol, c'est que cette chirurgie bariatrique doit être vraiment réalisée avec beaucoup de précautions chez les patients atteints de cirrhose, et notamment chez les cirrhotiques décompensés, puisque vous voyez que là, on augmente significativement le risque de mortalité post-chirurgie avec, vous voyez, notre ratio à plus de 21, c'est une contre-indication formelle. Il faut vraiment discuter les dossiers en centre expert, et notamment ce qui va vraiment poser la contre-indication pour envisager une chirurgie chez un patient même avec une cirrhose compensée, c'est tout signe éventuel d'hypertension portale, des antécédents éventuellement déjà de décompensation hépatique et des signes biologiques d'insuffisance hépatique. Attention, méfiance, on sera très très frileux pour aller proposer une chirurgie bariatrique dans ces conditions-là. Enfin, nous arrivons aujourd'hui dans une nouvelle ère de la prise en charge de l'obésité et nous avons des traitements efficaces et désormais approuvés pharmacologiques pour lutter contre l'obésité. Je vais vous présenter les deux qui sont disponibles actuellement en France. Le liraglutide, 3 mg par jour, donc en injection sous-cutanée une fois par jour, qui correspond donc à son nom commercial, le Saxenda, qui permet, vous voyez dans ces études, une perte de poids significative, avec une proportion de patients qui arrivent à perdre plus de 5% du poids du corps, d'environ 63% contre 27% sous placebo, et 33% qui arrivent à atteindre la perte de poids de plus de 10%. Donc c'est pas non plus 100% des patients, mais ça peut être également des aides supplémentaires à engager les patients dans une prise en charge de l'obésité. Les indications et l'AMM pour le liraglutide 3 mg par jour, c'est une obésité avec un IMC supérieur à 30 kg par mètre carré, ou bien dès que le patient est en surpoids avec un IMC à 27 ou moins de 30, mais avec au moins un facteur de comorbidité lié au poids tel qu'une dysglycémie, un prédiabète, un diabète, une hypertension, une dyslipidémie, un syndrome d'apnée du sommeil, eh bien le traitement peut également être initié. Le bémol, c'est qu'actuellement, ce n'est pas un traitement qui est remboursé, donc les patients doivent le payer de leur poche. C'est pas quelque chose dont on est très familier et habitué en France en particulier, quelque chose qui se pratique très bien dans d'autres pays, notamment nord-américains, mais néanmoins, nous avons quelques patients, dans mon expérience, qui décident de se payer le traitement, qui a un coût assez important, environ 300 € par mois, et qui réussissent à avoir des résultats quand même assez bons. Donc ça peut rester une option pour les patients qui peuvent se le permettre, avec ce qu'on appelle la stopping rule. Il faut savoir que les effets bénéfiques et la perte de poids sous ce traitement surviennent très précocement. Donc si le patient n'a pas perdu plus de 5% de son poids au moins après 12 semaines de la dose à 3 mg, il n'est pas utile de poursuivre le traitement. Deuxième molécule pharmacologique de l'obésité qui arrive en France et qui a donc une autorisation de mise sur le marché,
européenne et américaine. Vous en avez sûrement entendu parler, puisqu'il y a eu un gros succès de cette molécule, notamment dans les pays nord-américains. C'est le sémaglutide 2,4 mg. Le sémaglutide, vous le savez probablement, c'est un traitement du diabète. La dose du diabète, elle est à 1 mg hebdomadaire. Et donc là, on est sur une posologie anti-obésité avec donc des doses plus importantes qui peuvent aller jusqu'à 2,4 mg par semaine. Je vous montre juste brièvement les résultats d'une des études du développement du sémaglutide 2,4 mg dans l'obésité. C'est l'étude STEP 5 ici qui vous montre que au bout de 48 semaines de traitement, on a une perte de poids très significative qui peut aller jusqu'à moins 16% du poids corporel initial et surtout qui se maintient dans le temps à condition qu'on maintienne le traitement. Donc ce que vous voyez là, c'est la maintenance du traitement après les 48 semaines de traitement. Donc pour l'instant, il n'est pas encore remboursé, il n'est pas disponible en pharmacie de ville, c'est un accès précoce. Il est disponible dans beaucoup de centres en France qui sont spécialisés et experts de la prise en charge de l'obésité sévère. Et pour l'instant, il est réservé à un IMC à plus de 40 avec des comorbidités. Et les comorbidités qui sont prises en compte, c'est la maladie cardiovasculaire établie, une dyslipidémie traitée, une hypertension artérielle traitée ou un syndrome d'apnée du sommeil traité. Et donc là aussi, nous avons de plus en plus de patients dans notre centre qui sont traités par sémaglutide 2,4 mg avec des résultats qui sont aussi très encourageants. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire également pour les patients diabétiques? On l'a dit, ce sont les patients les plus à risque, ce sont la population cible de choix pour dépister la présence d'une NASH et d'une présence de fibrose avancée. Eh bien, vous voyez que les diabétologues ont vraiment l'habitude de prendre en compte toute la dimension multidisciplinaire et multifactorielle du diabète avec les toutes dernières recommandations conjointes de l'ADA et de l'EASD, donc les sociétés savantes américaines et européennes pour l'étude et la prise en charge du diabète, qui nous ont publié donc ce très joli diagramme qui néanmoins parfois peut paraître un petit peu complexe, mais qui veut vraiment replacer le patient au centre d'une prise en charge vraiment holistique et prenant en compte tous ces paramètres. Vous savez que nous avons des molécules antidiabétiques qui ont désormais démontré des bénéfices au-delà de l'équilibre glycémique avec une amélioration cardiovasculaire, une prévention et une diminution du risque de récidive d'événements chez les patients en prévention secondaire et puis surtout une protection rénale pour les inhibiteurs des SGLT2. Et donc tout ceci est maintenant bien intégré dans l'esprit des diabétologues, dans la stratégie et le choix des différentes molécules qui peuvent être prises. Donc cette slide, elle est un petit peu difficile à lire. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, on prend en compte différents organes, le cœur, le rein, l'obésité, l'IMC rentre en compte dans le choix des traitements. Nous ne sommes pas encore au point où la NASH va pouvoir rentrer et rentre dans ses recommandations. Néanmoins, s'est posé la question et plusieurs études très tôt ont étudié si finalement les médicaments et les traitements antidiabétiques avaient un effet favorable ou non sur les lésions de la NAFLD, donc de la stéatose hépatique, de la NASH ou de la fibrose. Ici, je vous montre un petit résumé de ce qui a été réalisé et disponible. Vous voyez que la metformine a un effet complètement neutre en termes de bénéfices sur le plan hépatique. Pas de rationnel physiopathologique pour l'utilisation des sulfamides et donc qui n'ont pas été étudiés dans des essais randomisés. Ici, ce que je vous montre, c'est vraiment des études randomisées de patients du traitement contre placebo avec des biopsies, donc sur un critère dur avant-après. Les inhibiteurs des DPP4 ont montré avec des études un petit peu contradictoires un possible effet potentiellement sur la stéatose, mais pas sur l'inflammation et pas sur la fibrose. Les glitazones, la pioglitazone est une molécule qui a démontré une amélioration de la stéatose hépatique et de la NASH, mais qui n'est actuellement pas disponible en France, qui a été retirée du marché, mais qui est disponible ailleurs dans le monde et qui a un effet potentiellement
potentiellement favorable sur l'amélioration des lésions de fibrose, notamment les fibroses de stade F3, F4, mais avec des résultats contradictoires dans la littérature. Et enfin, les analogues du GLP-1, dont le sémaglutide, le liraglutide, ont démontré des améliorations à la fois sur la stéatose hépatique et sur les lésions de NASH. Et enfin, les inhibiteurs des SGLT2, pour l'instant, n'ont pas encore démontré vraiment clairement d'effet favorable sur la NASH, mais un effet potentiellement favorable sur les présences de stéatose. Et pourquoi je vous montre tout ça? Eh bien parce que le domaine évolue. Laurent Castera, tout à l'heure, vous a parlé de la prise de position de l'AACE, donc l'Association américaine de l'endocrinologie clinique. Eh bien, dans ces recommandations, non seulement il y a un message fort sur la nécessité de dépister les patients diabétiques, mais on nous donne des recommandations d'experts sur quels traitements pouvons-nous éventuellement proposer de manière à favoriser non seulement un effet bénéfique du diabète, mais en cumulant un effet favorable sur une amélioration du foie. Et on retrouve les deux grandes classes médicamenteuses qui ont été étudiées, la pioglitazone et ou les analogues du GLP-1 qui restent du coup à considérer peut-être en priorité chez les patients diabétiques dans leur indication de traitement, avec qui auraient également une NASH de surcroît. Et ça c'est un message aussi assez important pour l'optimisation et la prise en charge personnalisée des patients. Et enfin, pour finir, vous voyez cette petite case en bas à gauche, c'est la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaires. À ne pas oublier, la tension, la dyslipidémie, la maladie athéroscléreuse et le tabac notamment sont des choses qu'il va falloir prendre en compte, et ça va nous incomber à tous, diabétologues bien entendu, mais également tous les médecins généralistes et hépatologues qui vont prendre en charge ces patients à haut risque cardiovasculaire. Je vous rappelle que la première cause de mortalité chez les patients atteints de NAFLD, c'est le décès de maladies cardiovasculaires en numéro 1 avant les causes hépatiques, et qu'il est absolument important, et ça c'est très simple à faire, et on voit bien qu'il y a beaucoup d'inertie thérapeutique chez tous nos patients, s'acharner à optimiser et à traiter les patients pour les mettre dans les valeurs optimales de LDL cholestérol, les valeurs optimales de chiffre tensionnel et bien entendu d'équilibre glycémique est actuellement extrêmement crucial, et on est loin d'être à cet objectif-là. Je vous montre un exemple, c'est une étude sur données de santé et de dossiers médicaux électroniques de plus de 16 000 patients diabétiques avec NAFLD pris en charge dans la communauté et le territoire de Hong Kong. Et vous voyez que quand on regarde l'évolution dans le temps entre les années 2000 et les années 2020, on voit qu'il y a une amélioration du pourcentage de patients qui sont à la cible de traitement de leur hémoglobine glyquée, du LDL cholestérol et de la pression. Vous avez deux niveaux de pression artérielle puisqu'il existe des discordances dans les recommandations entre une tension très bien équilibrée à moins de 130 sur 80 ou bien à moins de 140 sur 90, peu importe, quel que soit le niveau d'équilibre de pression artérielle, on n'atteint pas plus de 20% des patients qui cochent un équilibre optimal de ces trois facteurs de risque cardiovasculaire. Et ça, pour moi, c'est absolument crucial que l'on puisse améliorer ce contrôle des facteurs de risque. Les traitements sont là, les recommandations sont claires, et ce qui existe simplement, c'est une inertie thérapeutique, et ça, c'est le rôle de chacun de pouvoir s'assurer que nos patients soient traités de manière optimale en 2023. Donc pour finir, sur la prise en charge actuelle, les stratégies de dépistage, elle va servir à nos patients pour pouvoir considérer éventuellement des traitements centrés sur la NASH, en particulier chez les patients diabétiques de type 2. Pour ceux qui auront une fibrose avancée, une cirrhose, évidemment, là, ça va être tout l'enjeu du dépistage du CHC et éventuellement surveillance de décompensation, et puis de pouvoir proposer, si besoin, des transplantations hépatiques pour les patients les plus sévères. L'obésité reste un pilier de la prise en charge, et vous voyez qu'il existe de multiples solutions de prise en charge, basées bien entendu sur les modifications du mode de vie, mais également sur la chirurgie bariatrique et les traitements pharmacologiques de l'obésité qui commencent à devenir disponibles. Et puis n'oubliez pas l'intensification du contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire.
Alors, qu'en est-il du futur? On en a parlé en introduction. Eh bien, effectivement, le but ultime, ce serait d'arriver à cibler le foie spécifiquement et à prévenir non seulement la progression de la stéatose hépatique vers la fibrose et la cirrhose, mais également à arriver à réverser les dommages hépatiques, à améliorer ou complètement faire disparaître les lésions d'inflammation avec une résolution de la NASH ou bien une diminution du grade de fibrose. Et donc, vous le savez également, c'est un domaine de recherche extrêmement intense. Vous avez ici une photographie qui est même un petit peu ancienne, qui date de 2021, où vous voyez tous ces petits points. Ce sont des molécules qui sont actuellement en cours de développement pour le traitement de la NASH, certaines en phase très précoce, phase 1, certaines qui ont déjà atteint les phases 2 et notamment quelques-unes qui ont atteint des essais cliniques de phase 3 du fait de résultats très encourageants dans des essais thérapeutiques de phase 2. Et donc, ce que je vous propose sur le reste de la présentation, d'une manière vraiment très synthétique, c'est de les passer en revue. Donc, ces molécules qui sont actuellement testées dans les essais cliniques de phase 3, la première qui a donné ses résultats d'analyse intermédiaire, c'est l'Ocaliva, l'acide obéticolique acide, qui a démontré dans une très large étude donc de phase 3 multicentrique randomisée contre placebo, chez plus de 931 patients, qui sont des patients déjà un peu plus sévères à l'inclusion, F2 ou F3, on observe une réduction des lésions de la NASH de manière significative, mais sans amélioration du degré de fibrose. Néanmoins, lorsque l'on regarde un petit peu plus précisément les patients qui ont eu tendance à progresser ou à aggraver leur degré de fibrose, on a l'impression d'avoir une réduction potentielle de ce rythme de progression de la fibrose, avec plus de patients qui se sont améliorés et surtout moins de patients qui se sont aggravés sous traitement et notamment à la dose aux doses les plus fortes comparées au placebo. Le sémaglutide, encore une fois, qui est également du coup testé dont l'efficacité est testée actuellement dans l'indication de la NASH. Ici, il est actuellement en phase 3. Je vous montre les résultats de la phase 2 qui est actuellement en cours. Lors de l'essai de phase 2 qui a duré 76 semaines, il a été mis en évidence une diminution, une résolution significative plus importante chez les patients traités par sémaglutide. Alors, c'était des doses différentes que celles qu'on utilise dans l'obésité, avec des doses journalières à 0,4 mg et significatives comparées au placebo à 58,9%, mais en revanche, il n'y avait pas de différence significative la proportion de patients qui ont présenté une amélioration d'un grade de fibrose sans aggravation de la NASH, et probablement du fait d'un taux de réponse placebo qui est ici assez élevé à 32,8%. Ce que l'on voit également, c'est que néanmoins, vous voyez que toujours cette même idée que en ce qui concerne la proportion de patients qui ont eu tendance à s'aggraver, donc qui ont aggravé leur grade de fibrose, là pour le coup, vous voyez en rouge que sous le dosage le plus élevé, il y a seulement 4,9% de patients qui se sont aggravés au cours de l'étude, alors que l'aggravation a été retrouvée chez 18,8% des patients sous placebo. Donc toujours cette idée que probablement il y a la résolution, repartir à un grade antérieur, mais surtout éviter de progresser, ce qui fait quand même pas mal de sens sur le plan clinique. En revanche, le sémaglutide a également été testé et son efficacité et sa sécurité a été testée chez des patients atteints de cirrhose NASH. Et là, pour le coup, au bout de 48 semaines de traitement, il n'a pas été mis en évidence d'amélioration des lésions de NASH ou de fibrose, mais en revanche, un profil de sécurité qui était tout à fait sûr, avec des effets indésirables classiques digestifs non graves que l'on observe chez tous les patients traités sous analogue du GLP-1. Enfin, l'anofibranor, qui est un agoniste pan-PPAR, est également actuellement en essai de phase 3 et son étude de phase 2 a démontré, avec une durée d'étude très courte, seulement 24 semaines, une amélioration des lésions de NASH significative comparée à placebo chez plus de 45 patients et également une amélioration du grade de fibrose sans aggravation de la NASH, et puis pour 31%
80% des sujets de manière significative comparée au placebo, et bien une amélioration des deux, des lésions de NASH et de fibrose. Donc l'essai de phase 3 est actuellement en cours. Et enfin, last but not least, j'ai envie de dire, l'agoniste du récepteur bêta des hormones thyroïdiennes, le resmétirone, lui va avoir une action très ciblée sur le métabolisme et notamment au niveau hépatique. L'essai de phase 2 avait montré surtout c'est un traitement très puissant pour arriver à faire diminuer la quantité de graisse hépatique sous traitement. Vous voyez des diminutions relatives de quantité de graisse mesurées par IRM-PDFF qui sont très importantes aux doses les plus élevées. Et donc on sait que l'étude actuellement de phase 3 a, du fait d'un press release émis par la compagnie Madrigal, annoncé des résultats également positifs sur le critère de jugement intermédiaire avec une résolution significative de la NASH et de la fibrose, et on attend d'avoir la présentation de ces résultats très prochainement au congrès de l'EASL. Donc pour finir, vous voyez que le futur est quand même plutôt encourageant. Vous avez tout un panorama. Je vous ai pas parlé de la Ramacol qui est actuellement un traitement dont l'essai de phase 3 est suspendu, mais néanmoins toutes les autres molécules sont en cours de développement. Les essais se poursuivent pour surtout démontrer, soit pour ceux qui n'ont pas encore démontré leur critère d'analyse intermédiaire, une résolution de la NASH ou de la fibrose, mais surtout pour démontrer un bénéfice clinique avec une amélioration et une diminution du risque de survenue d'événements hépatiques comparé aux patients qui auraient eu un traitement placebo. Vous voyez que ce sont des essais qui ont eu des durées qui ne sont pas du tout homogènes et avec des puissances de réponse qui peuvent également être très variables dans un essai à un autre. Évidemment, pas forcément facile de les comparer un à un du fait justement de ces durées d'essais qui sont différents. Et néanmoins, ce que l'on suppose et ce que l'on pressent, c'est que le futur, ça va être très probablement d'associer plusieurs molécules, des molécules avec un profil très bénéfique sur le plan métabolique, avec des effets favorables sur la perte de poids, sur notamment la sensibilité à l'insuline et qui vont avoir un effet plutôt antistéatosique, des molécules qui vont être plus efficaces pour lutter contre les phénomènes inflammatoires et antifibrosants, et puis avec toujours cette nécessité de s'assurer de la protection et de la sécurité, non seulement hépatique bien sûr, mais cardiovasculaire. Tout ça pour arriver dans le futur, et on l'espère dans un futur proche, à pouvoir proposer de nouvelles prises en charge innovantes et efficaces pour les patients atteints de NASH et de fibrose qui auront été dépistés. Voilà, je vous remercie de votre attention, et je pense qu'on va pouvoir encore discuter de tout ça. Merci infiniment, Cyrielle. Je pense que là, c'est clair. On a une très bonne overview des différents traitements actuellement disponibles et à venir. Sur le chat, deux petites questions sur le liraglutide. D'abord, comment agit-il? Et puis aussi, il y a quelques questions sur la durée de traitement. Tu as suggéré que c'était 12 semaines et qu'au bout de 2 semaines, si on n'avait pas perdu 5% du poids du corps, il fallait arrêter. Ouais. L'indication qu'il est actuellement aujourd'hui. Ouais. Alors là, c'est ma question. Moi, j'avais l'impression que le SEMA, c'était quand même le traitement qui faisait le perdre le plus de poids. Moi, je suis assez impressionné par atteindre 5% de perte du poids du corps en 12 semaines avec le liraglutide. Est-ce que c'est peu de malade ou est-ce que c'est beaucoup? On n'a pas encore beaucoup d'expérience, mais en tout cas, effectivement, tu vois, dans les essais cliniques, ça représente quand même la majorité des patients. Néanmoins, il y a un problème donc sur le mode d'action. Donc, c'est un analogue du GLP-1. Hein, c'est le liraglutide, c'est un des premiers traitements qu'on utilisait dans le diabète à dose plus faible, encore une fois, hein, qui correspondait au Victoza et qui correspond toujours au Victoza. Mais donc, du coup, le Saxenda, le liraglutide dans la dose obésité peut être donné justement jusqu'à 3 mg par jour, donc à dose plus forte, et donc les effets sont les mêmes que tous les autres analogues du GLP-1, une limitation notamment de la motilité gastrique avec une sensation de satiété précoce plus importante, également des rôles centraux sur les centres de la faim qui permettent également de limiter la prise alimentaire, et puis des bénéfices bien entendu sur la stimulation de la sécrétion d'insuline, l'amélioration de la glycémie. Je vous rappelle que c'est un effet incrétine, donc glucose dépendant, donc aucun danger d'hypoglycémie. Hein, donc même si on n'est pas diabétique ou diabétique traité par ces molécules, il n'y a pas de risque de faire trop baisser la glycémie. Et puis donc tout un effet métabolique
favorable. Et effectivement, alors c'est 12 semaines à dose pleine de 3 mg. Donc il faut passer les paliers d'abord, effectivement, et après on voit les résultats effectivement très précocement. Et si le patient n'amorce pas une perte de poids après 12 semaines, on sait que ce sera pas un bon répondeur, et c'est un des principales, enfin pas un problème, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on connaît bien. Dans toutes les molécules qui utilisent, enfin tous les analogues du GLP-1, il y a des bons répondeurs et des mauvais répondeurs. Et ça, on n'arrive pas encore bien à le prédire. On n'a pas de facteur ou de marqueur qui puisse nous dire lui va bien répondre, ce patient va moins bien répondre. Mais en tout cas, voilà, c'est l'expérience et le test qui dira si le patient est un bon répondeur ou pas. Donc, pas utile de le continuer si le patient répond pas. Et puis, on a une proportion qui est minime, mais quand même des patients qui arrêtent parce que ils ont des effets digestifs type nausées, reflux, des douleurs abdominales, des diarrhées ou constipation. Ça dépend des patients, notamment surtout sous sémaglutide. Donc, il y a certains patients effectivement qui ne supportent pas. Ce que l'on peut faire aussi, c'est se remettre à un palier plus bas. Il y a des patients qui n'arriveront pas à atteindre le palier le plus haut de 2,4 mg de sémaglutide, mais qui arrivent à tolérer 1 mg, voire 1,7, et on peut les laisser un peu plus longtemps à ces paliers. Il y a un effet d'atténuation avec le temps aussi, donc on voit très bien ça dans les essais et on l'observe aussi dans la vraie vie. Les effets indésirables, ils surviennent surtout au début, puis petit à petit, le corps s'habitue à l'imprégnation de la molécule et on ressent moins les effets, moins effets indésirables et parfois aussi moins les effets sur la satiété. Et je crois qu'il y avait encore une question sur la durée, c'est ça? Combien de temps est-ce qu'il faut garder les traitements? C'est les 12 semaines dont tu avais parlé, et ouais. on fait le point sur le poids au bout de 12 semaines. Si on n'a pas perdu 5%, on arrête, c'est ça? C'est ça. Après, ce qu'il va falloir qu'on détermine, c'est voilà, l'idée que c'est une pathologie chronique et que si on veut traiter l'obésité, et peut-être qu'il faudra voilà se dire que c'est un traitement au long cours ou en tout cas un traitement qu'il faudra pas hésiter à reprendre quand le patient éventuellement rechutera. Et ça, c'est vraiment quelque chose lequel la communauté des médecins qui s'occupent de l'obésité lutte, et ce que je voudrais redire ce soir, et c'est la même chose pour la NASH, c'est une pathologie chronique avec une tendance à la récidive et qu'il faut la considérer comme telle. Donc les traitements seront probablement des traitements au long cours et il va falloir vraiment bien expliquer ça aux patients. Il y a plusieurs questions sur 2 médicaments. Premièrement, la vitamine E qui traîne encore dans les guidelines, ton avis? Et ouais. Deuxièmement, est-ce que tu penses qu'il y aura une place pour les probiotiques? Alors, probiotiques, il y a eu beaucoup d'études, il y a eu beaucoup d'engouement. Pour l'instant, les résultats, en tout cas en termes de critères durs sur une amélioration histologique, et pas approuvé et assez décevant dans les études qui les ont testés. Donc, ou peut-être que ça peut marcher sur les stades les plus précoces, et je dirais plutôt sur la stéatose. Mais en tout cas, pour les patients les plus graves, je pense que ce sera pas le traitement qui permettra d'améliorer significativement les critères durs et notamment les événements cliniques des patients. La vitamine E, je pense que je vous laisserai aussi répondre, vous les hépatologues. En tout cas, ça traîne effectivement, comme tu dis, c'est encore un traitement qui peut être recommandé. Le bénéfice a été démontré. Ce qui est recommandé, c'est vraiment de peser au cas par cas et le bénéfice-risque pour les patients. Il faut s'assurer, normalement, on recommande de prescrire ce traitement chez des patients qui ont bénéficié d'une biopsie hépatique avec un diagnostic non prouvé. Et puis, il y a toujours ce risque de ce risque hémorragique et puis éventuellement de cancer de vessie qui peut survenir. Donc il faut vraiment peser le pour et le contre avec le patient. Ouais, et la vitamine E, les recommandations ASL, elles disent bien de les mettre en cas de transaminase élevée pour avoir une cible. Ouais. Et puis, si on a un certain degré d'efficacité, et éviter de le prolonger de manière indéterminée, de façon inutile, sachant les effets secondaires que tu viens d'évoquer. Est-ce que tu as une expérience, un avis sur l'endoscopie bariatrique qui émerge beaucoup, qui est aussi une façon de perdre du poids, qui peut apparaître peut-être aussi moins morbide ou invasive peut-être qu'une chirurgie? Alors, j'ai pas d'expérience personnelle. Après, il y a des données dans la littérature. Ça dépend de quoi on parle. Il y a les chirurgies endoscopiques qui vont s'apparenter à réaliser, par exemple, une sleeve par endoscopie. Donc là, pour le coup, c'est effectivement des traitements qui semblent être intéressants avec des techniques moins invasives et qui ont quand même
le bénéfice d'être un traitement durable, on va dire. Le danger pour tout ce qui est, par exemple, les ballons ou les techniques qui sont transitoires, qui seront pas durables, c'est attention à l'effet rebond, attention à la reprise pondérale une fois qu'on enlève le ballon, par exemple, parce que ça va être le même principe que les effets des régimes hyper restrictifs que l'on observe avec un effet yo-yo qui est catastrophique en termes de reprise de poids, et notamment les patients reprennent plus de masse grasse et perdent de la masse maigre lorsqu'ils sont en régime très faible en protéines et calories. Donc attention à tous ces régimes un peu miracles ou ces techniques qui permettent une perte de poids très rapide ou très efficace, mais qui ne sera pas maintenue sur le long cours. Et en tout cas, il faut absolument encourager les patients et les éduquer à modifier leur mode de vie. S'ils ne changent pas leur façon de manger et leur façon de bouger en même temps, eh bien les résultats seront moins bons et surtout la reprise de poids sera inéluctable une fois qu'on aura retiré le dispositif. Une dernière petite question. On va revenir à Laurent, parce que c'est important. Tu as parlé du FibroScan, mais aussi des autres appareils d'élastométrie inclus dans les appareils d'écho. Est-ce que le critère de fiabilité du FibroScan, le rapport EQR sur Medjan inférieur à 30%, qui était bien défini dans le FibroScan, est-ce que il y a des datas pour dire que c'est applicable aux appareils d'élastométrie inclus dans les appareils d'écho? Parce que c'est important aussi la fiabilité de la mesure. En mute, Laurent. Excusez-moi, oui. La fiabilité de la mesure, bien sûr, c'est important. Jusqu'à présent, c'est pour le FibroScan où ça a été le mieux étudié. Et les compagnies qui développent effectivement sur les appareils d'échographie ont tendance à reprendre un peu les critères. Moi, je ne suis pas complètement convaincu que ces critères doivent s'appliquer à toutes les techniques parce qu'elles n'utilisent pas forcément le principe, bien sûr, c'est de mesurer l'élasticité hépatique, mais je ne suis pas convaincu qu'on doit faire un copier-coller des facteurs de fiabilité du FibroScan sur les autres techniques. Et en gros, le message simple, c'est que jusqu'à présent, les autres techniques qui en théorie, puisqu'on mesure l'élasticité hépatique, devraient marcher aussi bien, ne sont pas aussi bien validées, et notamment quant à la fiabilité. Et les seuils aussi varient d'une plateforme à l'autre. C'est important. Donc c'est assez excitant parce qu'on a encore beaucoup de travail. Absolument. Bon, il va être le temps de conclure. Merci à tous pour avoir assisté à ce webinaire en ligne. Merci aux orateurs pour la qualité de leur présentation. Merci au soutien industriel qui nous a permis de faire ce webinaire. Je rappelle que ce webinaire a été fait en toute indépendance. Alors normalement, là, il y a une diapositive qui doit s'afficher et qui devrait me permettre de vous donner rendez-vous à tous à notre prochain congrès annuel de la FEF qui se tiendra du 4 au 6 octobre à Rennes. On vous y attend très nombreux et on sera très heureux de vous y retrouver. Encore merci à tous, très bonne soirée et à bientôt.